les rappels que je trouvais intéressant de faire, c'était se mettre en condition face aux patients et éventuellement aux cas cliniques qu'on aura en question ouverte. C'est-à-dire, en fonction de l'âge du patient, notre anamnèse ne sera pas la même en fonction de à qui on va s'adresser. Déjà, si c'est aux patients ou aux parents, donc si c'est une anamnèse classique ou une hétéro-anamnèse. Et même si on fait une anamnèse classique avec un enfant de 12 ans, ça peut être intéressant de faire une hétéro-anamnèse sur des notions sur lesquelles il ne pourrait pas nous répondre. Par exemple, comment s'est passé l'accouchement, est-ce que la grossesse était à terme et tout ça, on va devoir faire une hétéro-anamnèse pour avoir ces informations-là. Je vais essayer de passer avec un petit surligneur, comme ça vous pourrez suivre ce que je dis. Donc ici, les antécédents personnels de grossesse et savoir si la grossesse a été à terme, c'est ce que je disais. S'il y a des pathologies aiguës ou chroniques connues chez l'enfant ou s'il y en avait des connues chez la famille. Et enfin, le contexte actuel et l'examen clinique qu'on va faire par la suite. Chez l'enfant, donc on a les différents stades psychomoteurs à tel mois. S'il ne fait pas ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, mais ça, c'est pas très important, je pense. Par contre, les spécificités en pédiatrie par rapport à la consultation adulte, c'est la croissance, la puberté, par exemple, qui sont des trucs qu'on va retrouver qu'en pédiatrie. Et c'est souvent la différence quand on nous disait c'est quoi la différence principale dans la prise en charge de telle maladie en pédiatrie, c'est souvent qu'il y a un impact sémiologique sur la croissance ou la puberté. Par exemple, dans la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn, des choses comme ça. Donc ici, on va essayer de différencier le retard de croissance intra-utérin, qui est plutôt l'équivalent d'une dysmaturité, et les enfants qui naissent prématurés, eux, ils vont en général rattraper leur retard. Par contre, les RCU, c'est plus 10 à 20% qui va rattraper son retard avec un traitement avec de la GH. Et c'est des patients qui sont en dessous du percentile 10 en général et qui sont à risque de faire des hypoglycémies. Quand on est en sémio et qu'on va analyser la courbe de croissance, on va surtout analyser la vitesse de croissance parce que si on a un décrochage, par exemple au niveau du poids, puis ensuite au niveau de la taille, ça fait référence, ça éveille les soupçons d'intolérance au gluten et donc de maladie cœliaque. Par contre, si on a une accélération de la vitesse, ça peut être une puberté précoce ou un craniopharyngiome, par exemple. Ensuite, on peut calculer une taille et un poids idéal, mais ça, c'est des petites formules, je ne suis pas sûr que ce soit très important à retenir maintenant. Mais pour ce qui est de la puberté, par contre, le premier signe de la puberté chez la femme, enfin la fille du coup, c'est au niveau mammaire, et on va utiliser les stades de Tanner pour évaluer ce développement pubertaire. Donc le M qui correspond au développement mammaire, qui est le relief de l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et le P, c'est pour la pilosité, donc au niveau pubien et au niveau axillaire. Et ça, c'est l'activité plutôt surrénalienne qui sera le reflet de la pilosité. Et on appelle ça l'adrénarche, donc quand c'est le début du développement pileux. Chez le garçon, ça va être G et P quelque chose. Donc le G pour les gonades, les testicules. Et ça va être un relief de l'activité RALH. Et quand on a un volume testiculaire de 4 millilitres, ça veut dire que l'enfant est en puberté. C'est 4 aussi, mais centimètres cette fois-ci de l'utérus pour la fille quand on est en période de puberté. Et alors on a la fin de la puberté, c'est quand on a les règles chez les filles ou alors le volume testiculaire qui est égal à 15 millilitres chez les garçons. Pour ce qui est des adolescents, donc il faut qu'on soit leur confident entre guillemets, il faut respecter le secret médical et pas aller tout dire aux parents après derrière, sinon on n'a pas de relation thérapeute-patient vraiment établie. Et il faut aussi les remettre dans leur contexte d'adolescent, c'est-à-dire avec l'environnement, avec l'acronyme HEADS. Donc je crois qu'il n'y a que 2 E, mais en gros c'est comment ça va à la maison, est-ce qu'il fait du sport, est-ce qu'il a des idées suicidaires, est-ce qu'il se sent en sécurité, comment ça va au niveau des rapports sexuels, est-ce qu'il utilise des drogues et tout ça. C'est vraiment tout ce qui encadre l'adolescent qui peut avoir un impact sur sa santé. Des petites spécificités au niveau de la consultation en pédiatrie, on va avoir le foie qui sera palpable chez le nouveau-né sous le rebord costal, et la manœuvre de Barlow, c'est pour simuler une luxation de hanche, et ortholanie, c'est pour la réduire. Ensuite, pour ce qui est des urgences, on va prendre en charge le patient avec le fameux quick look.
Donc l'acronyme ABC pour apparence, dans un premier temps, on va regarder le tonus, le regard, l'aspect relationnel du bébé, donc comment il interagit avec son environnement, est-ce qu'il sourit quand on lui sourit, et ainsi de suite. Le B, c'est pour breathe, donc tout ce qui est ventilation, respiration, est-ce qu'elle est bruyante, est-ce qu'il y a des mouvements associés de tirage, par exemple, ou d'autres signes associés, comme, je ne sais pas, une cyanose, par exemple, ou des choses comme ça. Ensuite, dans le C, donc c'est la circulation. On va regarder la couleur du bébé, s'il a de la température ou s'il y a des sécheresses qui seraient signes de déshydratation. S'il y a de la température, on va le mettre tout nu, regarder s'il y a des pétéchis. On va aussi lui faire, si elle est inexpliquée et qu'il n'y a pas d'autres signes associés, une ponction lombaire et une culture urinaire, enfin un RUSUQ, pour écarter la suspicion d'infection urinaire. Et si on est face à des douleurs abdominales chez un enfant de moins de 3 ans, si on a des signes de gravité, alors ça va évoquer éventuellement un choc, une déshydratation, un volvulus, une invagination, une hernie inguinale, une torsion annexielle ou testiculaire et une infection urinaire, on y revient. Et l'infection urinaire, elle peut être, par exemple, liée à une pyélonéphrite, qui est une cause d'énurésie secondaire assez fréquente. Ensuite, si on n'a pas de signe de gravité, là, on va prendre la température et s'il y en a, c'est susceptible d'être une gastroentérite, si en plus c'est associé à de la diarrhée. Et s'il n'y en a pas, ça pourrait être, et qu'il y a des douleurs abdominales, une œsophagite ou des coliques, par exemple. Ensuite, donc la fameuse déshydratation. Ici, on a plein de signes différents. Donc on a les signes d'altération de l'état général, de léthargie, d'asthénie et tout ça. On a aussi des troubles de recoloration capillaire, une fréquence cardiaque élevée, une tension artérielle qui sera basse. Et tout ça, on les a sur la fameuse dia que je n'ai pas ici, mais en gros, on voit le bébé schématique et on a tout qui est autour. Et j'ai compté, je crois, 13 ou 14 signes différents. Je le ferai à la fin si vous voulez, mon acronyme qui est pas fou, parce qu'il y a tellement de lettres qu'on s'y perd. Mais du coup, il y a vraiment plein de signes, et ça pourrait être une question bateau, mais même, c'est des trucs qui sont à retenir pour l'inté par la suite, quoi. Donc, le pli paresseux, la fontanelle déprimée, hop là. La fontanelle déprimée, on a aussi la sécheresse des muqueuses, on a le pouls qui est faible. Je réfléchis en même temps. On a les extrémités froides, donc le temps de recoloration qui est augmenté. On a quoi d'autre? L'altération de la conscience aussi. Et un point sur lequel le professeur Dress a insisté, c'était la perte de poids aussi. Bon, je vais venir sur le PDF parce que je crois que l'appli, elle va pas trop aimer. Donc voilà. On va passer maintenant au chapitre endocrinien, donc qui est assez fat. Pareil, pour étudier, moi je me mets un peu dans la peau de l'examen. J'ai l'impression que le professeur Parent, elle aime bien de poser des cas cliniques. Donc ce que je fais, c'est que je retiens en fait surtout les algorithmes décisionnels et de prise en charge pour pouvoir m'en sortir dans tous les cas de situation et essayer de, dans tous les cas, avoir au minimum la moyenne à ma question ouverte. Et puis après, on rajoute des connaissances en plus pour essayer d'avoir des points bonus, quoi. Mais donc du coup, ici, si on est face à une patiente qui a une petite taille, l'ordre des fréquences d'étiologie des petites tailles, donc elle a dit que c'était assez important de retenir. Donc on a des petites tailles familiales ou constitutionnelles, donc ça veut dire que le patient est en période prépubertaire. Ensuite, on a les RCIU, les pathologies génétiques, pathologies chroniques, endocriniennes et les dysplasies osseuses. Donc comme je disais, les RCIU, on va les traiter avec de la GH et dans 10-15% des cas, ils ne vont pas rattraper leur retard. Pour ce qui est des pathologies génétiques, donc on a les principales, c'est le Turner, donc ils vont venir à la consultation pour des problèmes de puberté ou de cardiopathie, et qui vont avoir un décrochage statural possible. Et par contre, ils n'ont pas de retard mental associé à leur maladie, contrairement au Noonan, qui est l'équivalent du Turner chez les hommes, puisqu'il n'y a pas de Y chez le Turner. Où là, il y aura des problèmes neurologiques et des problèmes de développement sexuel également. Pour revenir sur le Turner, il faudra faire un suivi rapproché et systémique parce qu'il y a des problèmes qui sont associés souvent en ORL ou des otites répétées. Le traitement elle-même pour le Noonan, c'est un suivi et un peu de GH. On a aussi la maladie de Silver-Russell, mais ça commence à être un peu du détail.
Pour ce qui est des pathologies chroniques qui peuvent être responsables d'un retard ou d'une petite taille, donc on a la maladie cœliaque, donc on va avoir une augmentation du volume du bidou, comme c'est écrit, et une discordance clinique entre l'ingestat et le poids. Donc ça veut dire qu'il mange beaucoup trop beaucoup trop par rapport à ce qu'il prend de poids. Donc c'est quelqu'un de très maigre mais qui va manger normalement, on va dire. Et ensuite, on a les pathologies endocriniennes qu'on va voir. Donc ici, on a les hypothyroïdies qui sont souvent liées à une thyroïdite d'Hashimoto. Et on va avoir un retard statural qui sera associé à une augmentation du poids. Donc c'est assez rare, entre guillemets. C'est une présentation qui est assez typique, et des phanères fragiles et un âge osseux qui est retardé. L'âge osseux, il peut être influencé donc par les hormones thyroïdiennes, les corticoïdes et les hormones, l'AGH, pardon. Donc c'est un peu les 3 hormones qui vont influencer l'âge osseux, et le traitement, c'est la L-thyroxine. La GH, elle a pas mal insisté dessus, c'est pour ça que j'ai mis DIA, c'est quand je dois aller revoir la DIA un peu plus dans le détail. Mais on peut avoir des pathologies liées à l'hormone de croissance qui sont congénitales. Et là, ça va être associé à un micropénis, une hypoglycémie et une cryptorchidie, ou une cryptorchidie. Ou alors ça peut être acquis, et c'est la majorité du temps, elles sont acquises et isolées, donc c'est qu'un problème de GH. Peuvent être aussi idiopathiques ou organiques. Et ensuite, pour la prise en charge, donc en premier lieu, on va faire un test au glucagon. Comme ça fait partie des hormones de la contre-régulation, ça va aller stimuler la... Ouais. Je sais pas si c'est juste moi, mais je vois pas le partage. Les autres, vous voyez ou... Non, pareil pour moi, je vois pas non plus. Ok. Je vais essayer de revenir. Merci. Pas de souci. Partage que je pensais faire. Hop. Tac. Normalement, c'est bon. C'est OK. Là, c'est bon, parfait. Ouais, c'est bon. OK, merci. Du coup, j'en étais au test de la GH qui va stimuler la production de GH, qui est une autre hormone de la contre-régulation. Et ça prend plus ou moins 150 minutes pour avoir une élévation du taux de GH, et ça se fait via la CTH du coup. En deuxième plan, on peut faire un test à l'insuline, et ensuite on peut faire une IRM si on suspecte un adénome ou un craniopharyngiome. Le craniopharyngiome, il sera associé à une diminution de l'acuité visuelle. Ensuite, on va avoir le cortisol comme hormone qui peut déconner et qui peut donner une diminution de la taille s'il y en a trop. Sa présence en excès, ça peut être exogène, l'enfant, on lui donne trop de corticoïdes, ou alors ça peut être organique, on lui donne, ou alors il en prend trop tout seul. Et si c'est organique, ça peut être par exemple une hyperplasie congénitale des surrénales. Il faut faire attention de ne pas trop traiter le patient, en revanche. Pour ce qui est des hypos et des achondroplasies, donc je l'ai mis dans la ligne du cortisol, mais ça n'a rien à voir. La prise en charge, entre guillemets, mais plutôt le diagnostic, c'est de faire une radio au niveau lombaire pour établir le diagnostic. Et donc l'algorithme, le fameux algorithme sur lequel je me base, et sur la croissance, on va dire, c'est le truc que je retiens en premier. Donc si on est face à un patient qui a une taille qui est relativement faible, on va faire une anamnèse et un examen clinique poussé. Et ensuite, on va estimer la vitesse de croissance naturelle. Si elle est normale et qu'on a un âge osseux normal, donc c'est les cas les plus fréquents, c'est des causes non endocriniennes. Donc ça va être des causes familiales, un RCIU, ou des causes idiopathiques, c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est. Et la prise en charge, ça va être un suivi, on va traiter avec de la GH s'il y a un RCIU, et on va essayer de rechercher l'étiologie avant de dire que c'est idiopathique. Par contre, s'il y a une vitesse de croissance staturale qui est anormale, et on va mesurer l'âge osseux, si celui-ci est normal ou pas, d'ailleurs, c'est non endocrinien aussi, et ça peut être un Turner, ça peut être un retard constitutionnel de croissance et de puberté, donc le fameux RCCP. Dans ce cas-là, on va faire une testostérone à 8 heures du matin pour voir ce qu'il en est. Et on peut avoir une chondrodysplasie aussi. Donc, comme je disais, on va faire la radio lombaire pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Et on peut aussi avoir des syndromes de malnutrition ou maldigestion.
Si l'âge osseux maintenant est anormal, donc là, ça va être des causes endocriniennes, comme je disais. On a l'hypothyroïdie, donc on va doser la TSH et les hormones thyroïdiennes, TSH, T4 souvent. Et si si on suspecte un taux d'hormones de croissance assez faible, on va mesurer l'IGF-1. Ça peut aussi être des causes endocriniennes, iatrogènes, pardon. Il faut savoir que la TSH, elle est influencée par la leptine, donc chez les patients obèses, elle sera entre guillemets normalement élevée, mais il faut essayer de dissocier ce qui est pathologique lié à l'obésité ou ce qui peut être endocrinien. Au niveau de la puberté maintenant, précoce, donc la télarche prématurée, donc c'est un développement isolé, donc comment dire? Donc c'est uniquement la télarche, le développement mammaire, et c'est pas associé à une augmentation de la vitesse de croissance, sinon ça veut dire qu'on est dans un cadre de puberté précoce. Ce premier diagnostic-là, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc on va vérifier d'abord les autres possibilités, autre étiologie, avant de partir sur ce diagnostic-là, puisque ça peut être une puberté précoce centrale idiopathique. On a une augmentation ici du coup de la vitesse de croissance. Ça peut être lié à des raisons familiales ou environnementales. Et ça peut être aussi une puberté précoce centrale d'origine organique cette fois-ci. Et donc, on s'est plus rencontré chez les garçons et ça peut être associé à des troubles neurologiques ou des malformations. Et ici, du coup, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire qui entre en jeu. Et pour ce qui est des pubertés précoces périphériques, donc là, c'est au niveau gonadique que ça se passe et c'est plus souvent rencontré chez les femmes. Et c'est associé souvent à des kystes ovariens ou des tumeurs ovariennes. Donc l'algorithme, même chose que moi, j'essaye de retenir en premier parce qu'avec ça, tu peux t'en sortir parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et ça se voit parce que ça commence à être un peu le bordel. Si on est face à une patiente qui a un développement précoce des seins, s'il est isolé et qu'on a une vitesse de croissance normale et que la patiente a moins de 2 ans, c'est considéré comme une télarche précoce. Donc on va faire un suivi échographique pelvien avec des tests à la GNRH où normalement ils ne sont pas trop faits, mais si on en fait un, théoriquement, on aurait une FSH qui serait supérieure au taux de LH. Pour les patients qui ont plus de 2 ans, on fait plus ou moins la même prise en charge de ce que j'ai compris. C'était pas très clair à ce niveau-là. Si vous avez des explications plus claires sur vos synthèses, je suis preneur. Et ce qui était important, du coup, c'est si on a des signes de puberté qui sont associés au développement précoce des seins et une augmentation de la vitesse de croissance, on va faire un âge osseux, on va faire une échographie et tout plaide pour qu'on soit en présence d'une patiente qui est dans un contexte de puberté, comme je disais, avec un utérus supérieur à 4 cm. On va faire des tests à la GNRH. Et si on a une LH qui est supérieure à la FSH, ça plaide pour une puberté précoce centrale, soit idiopathique, soit organique. Et pour déterminer l'un ou l'autre, on va faire un IRM et on va traiter avec de la GNRH pour ralentir un peu ce développement pubertaire. Si je me souviens bien, ça doit être le même mécanisme que ce qu'on avait vu en gynéco, où on va donner de la GNRH pour arrêter le caractère pulsatile, faire une internalisation des récepteurs et ensuite arrêter la production d'hormones, si j'ai bien compris. Ensuite, si le test à la GNRH montre une FSH et une LH effondrée, c'est qu'on est plutôt face à une puberté précoce d'origine périphérique. Donc voilà, je vais parler de la puberté tardive et après je crois que je m'arrêterai là pour ce qui est des problèmes endocriniens parce que pour moi c'est les trucs principaux du chapitre à retenir. Enfin en tout cas c'est les trucs les plus importants, je dis pas que ça peut pas tomber sur autre chose mais voilà. Donc il y a quelqu'un qui veut parler? Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert mais bon c'est pas grave. Donc la puberté tardive, elle peut être liée à un retard de croissance, retard constitutionnel de croissance et de puberté, qui est souvent héréditaire. Ça peut être secondaire à une pathologie génétique ou chronique, être lié à une insuffisance gonadique primitive ou une insuffisance gonadotrope isolée ou mixte, qui est plutôt du coup centrale, comme dans le cas d'un Klinefelter par exemple. Et on appelle puberté tardive quand le garçon n'est pas encore en puberté à 14 ans. La normale, c'est 11 ans et demi, pour rappel. Et chez la fille, c'est 13 ans et demi. La normale, c'est 10 et demi.
Donc, l'algorithme qui va nous permettre de dire ce que ça pourrait être. Quand on est face à un développement testiculaire absent ou retardé, on va regarder s'il y a des signes de virilisation partielle ou adulte. Si c'est le cas, on est face à une insuffisance gonadique primitive, donc par exemple un Klinefelter. Et si on a une virilisation qui est quasi absente, on va faire une vitesse de croissance et on va regarder la taille. Si les deux sont normales, alors on serait plutôt devant un déficit isolé. Et donc, le rapport FSH sur LH sera élevé et on peut avoir du coup une insuffisance testiculaire primitive et on va traiter ça par de la testostérone. Tout ce que je mets les flèches en jaune, souvent ça veut dire que c'est le traitement. Donc comme ça, vous savez. Et si par contre la vitesse de croissance est ralentie et qu'on a une petite taille, ça peut être un retard constitutionnel de croissance et de puberté, complet ou temporaire entre guillemets. Et on peut aussi avoir la taille adulte génétique normale avec ou sans traitement. Oui, voilà. En gros, si on traite le patient ou pas, il va atteindre sa taille adulte génétique. Mais souvent, c'est un problème social. Donc, on va donner de la testostérone sous-cutanée, par exemple. Et on va évaluer aussi s'il y a un déficit gonadotrope et aussi également de GH, s'il faut en donner ou pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'endocrino parce que ça fait déjà 24 minutes et qu'il y a 3 profs en tout. Pour la prévention, j'ai pas grand-chose à relever, si ce n'est qu'au niveau nutrition, mais c'est plus le professeur Dress qui en a parlé à son dernier cours récapitulatif. C'était au niveau de l'allaitement, la diversification et tout ça. C'est un peu retenir les grandes lignes, je pense. Et après, c'est quand on garde l'allaitement, on essaye de faire attention à ces choses-là. Donc, c'est de ne pas mettre de sel dans l'alimentation, pas de miel avant 1 an parce qu'il y a des substances toxiques. Et on rajoute du fer à 6 mois pour éviter d'avoir une anémie. Maintenant, je vais quand même m'attarder sur les urgences. Donc, la prise en charge du quick look, on en a parlé avant avec le ABC. Il faut savoir que 5% des arrêts cardiaques en pédiatrie sont d'origine primaire, donc comme l'équivalent de l'infarctus du myocarde chez l'adulte, c'est que 5% chez l'enfant. Et donc, ça sera souvent des causes plutôt pneumo que cardio. Mais l'enfant, il compense très longtemps avant de décompenser rapidement. Donc, il faut avoir une vraie prise en charge bien standardisée. Et pour ça, on va se baser sur le ABCD. Donc, c'est plus ou moins l'équivalent d'adulte. On va faire le VES pour le A. Et il faut faire attention si l'enfant souffre de rhinite ou laryngite, puisque avant 6 semaines, il respire uniquement par le nez. Donc, s'il y a une obstruction nasale, il peut faire des apnées, voire des bradycardies. Il peut aussi avoir une inhalation de corps étranger. Donc, on va aspirer, désobstruer l'enfant et ouvrir ses voies aériennes en le mettant dans une position cervicale neutre. Pour ce qui est du B, donc pareil, ça fait référence à la ventilation, la respiration. On va utiliser l'acronyme FTVO aussi comme chez l'adulte avec la fréquence respiratoire, le T pour travail, donc est-ce qu'il y a un tirage, le V pour la ventilation, est-ce qu'à l'auscultation ça a l'air OK, et le O pour l'oxygénation, normalement on est aux alentours de 94-98% de saturation. Maintenant, s'il y a des signes de décompensation, c'est-à-dire des troubles de la conscience, une tachycardie puis une bradycardie, qui peut être causée par une infection des troubles digestifs, on va oxygéner et ventiler le patient. Il peut y avoir des signes aussi, comme un bébé qui finit pas son biberon. Ça peut être lié à des troubles respiratoires et du coup ça va engendrer éventuellement de la déshydratation, donc c'est un des premiers signes auxquels il faut faire attention. Et pour ce qui est de la partie circulatoire, on va utiliser le F4P, donc fréquence cardiaque, et pour les 4P on a la pression artérielle, la précharge, donc est-ce qu'il y a une hépatomégalie, des jugulaires turgescentes, on va évaluer le pouls, on peut l'évaluer au niveau huméral et fémoral. Et puis la perfusion périphérique, donc est-ce qu'il a une bonne température quand on le touche ou est-ce qu'il est congelé aux extrémités, sa coloration et le temps de recoloration capillaire. Est-ce qu'il est augmenté ou pas? Quand il y a un bébé qui est en hypotension, enfin en tout cas un enfant, c'est qu'il est à la limite de la mort. C'est pas comme un adulte, donc il faut vraiment s'activer quand c'est le cas. Et si on a des signes
On peut avoir aussi des signes d'insuffisance circulatoire tels qu'une tachycardie, une tachypnée. Donc ça, c'est si le patient est en acidose. Si on a un pli cutané, une fontanelle déprimée, une oligoanurie, s'il est pâle ou froid. Donc ça, c'est les signes de déshydratation aussi qui sont un peu plus extrêmes. Et pour les chocs, mais surtout l'hypovolémique, on va l'amener avec le SMUR et on va le remplir avec des cristalloïdes isotoniques à 10 ml par kilo. Donc ça, c'est déjà un peu trop précis. Et on va le réévaluer régulièrement. Si la tension n'augmente pas, si il est toujours en choc hypovolémique, alors on peut mettre des amines vasoactives. Et le D, le E, on peut aussi l'ajouter pour exposure, mais là, ils l'ont parfois évité. Mais pour disability, donc on va évaluer l'échelle de Glasgow, la glycémie et la température. On peut aussi regarder les pupilles, j'aurais pu le mettre entre parenthèses. Donc voilà, et on y revient encore à ces fameux signes de déshydratation avec une asthénie, des yeux cernés mais sans larmes, une léthargie, un temps de recoloration augmenté, une fréquence cardiaque augmentée, une tension artérielle basse. Et il faut faire attention dans les contextes où on est face à un nouveau-né ou un prématuré, s'il y a des vomissements ou des diarrhées associées, qui peut également être une cause de déshydratation, donc savoir qui de l'œuf ou la poule. Et si on ne peut pas réhydrater l'enfant correctement, c'est aussi un facteur de gravité parce qu'il va falloir vite trouver une solution. Au niveau de l'algorithme de la déshydratation, c'est pas vraiment. En gros, soit on a une déshydratation clinique et donc on va opter pour l'ORS, c'est la solution de réhydratation orale qui a des minéraux et tout un tas de choses pour essayer de réhydrater physiologiquement, on va dire, l'enfant. Et on peut aussi avoir d'autres mesures pour essayer de le maintenir hydraté. Donc c'est toujours l'alimenter, c'est de l'hydrater par petites fractions et tout ça pendant 4 heures. Et s'il y a des vomissements ou si son état se dégrade, on va le réhydrater en IV cette fois-ci. Et s'il est en choc, on va lui mettre du LP en perfusion rapide. Et si ça s'améliore, bof, on va le réhydrater pareil en IV tranquillement. On peut aussi rajouter du glucose et du potassium. Si par exemple il y a des vomissements, il faut faire attention aux ions principalement. Et on a parlé du purpura fulminans. Donc, si on est face à un patient qui a un aspect toxique, une insuffisance circulatoire, des lésions supérieures à 3 mm, plus ou moins nécrotiques et des signes de méningite, c'est assez évocateur. Et il faut contacter le SMUR, l'envoyer avec le SMUR à l'hôpital et directement lui mettre une perfusion d'antibiotiques qui sera de la ceftriaxone en urgence et pas se poser de questions. Il faut savoir que les 70% des décès ont lieu dans les 24 heures. Et voilà. Donc pour la partie néphro, je pense que je vais peut-être passer. Il y a surtout les hématuries et les protéinuries qui sont importantes. Enfin, il y a un peu tout, vous me direz, mais la pyélo aussi, qu'il faut toujours faire une culture urinaire pour ensuite adapter l'antibiogramme, mais on met de la céfuroxime en IV en 3 doses pour éviter les récidives, mais ensuite on pourra adapter avec l'antibiogramme. Mais ensuite, c'est surtout les 3 trucs principaux, je dirais. Après, forcément, il faut connaître l'hypertension, la malformation, les énurésies et tout ça, mais c'est peut-être un peu plus secondaire et peut-être moins susceptible d'être dans une QO, quoi. Bref. Pour maintenant, le professeur Campeners, donc on va commencer par la pneumo classique. En guise d'introduction, donc pour rappel, les voies respiratoires supérieures des bébés, elles ne sont pas pareilles que les adultes, dans le sens où on a une macroglossie relative. Les voies aériennes se collabent plus facilement, et surtout en décubitus ventral. Ils peuvent faire des réflexes au niveau de la muqueuse laryngée qui vont induire des apnées jusqu'à des bradycardies. Et leur cage thoracique, elle est beaucoup moins efficace d'un point de vue mécanique, donc ils doivent fournir un travail plus important pour avoir le même effet. Cette cage thoracique, en fait, elle est plus cylindrique et plus rigide. Et en plus, le diaphragme est plus horizontal. Donc c'est tout ça qui explique que c'est moins efficace. Ensuite, au niveau de la respiration, au niveau de l'arbre respiratoire, les muscles lisses, ils se développent jusqu'à 8 mois. Donc ça ne sert à rien de mettre des bronchodilatateurs avant.
Et puis parfois, on verra dans quel contexte on peut faire pire que bien en mettant des bronchodilatateurs face à un enfant qui a du mal à respirer. Et la compliance, elle va augmenter avec le temps. Et quand on n'a pas un développement complet de l'arbre pulmonaire, c'est pas comme les néphrons, on a directement nos néphrons qui sont prêts à fonctionner. Là, il faut encore un peu de temps avant que ça se finisse de se développer. Pour ce qui est des malformations, du coup, on va souvent faire un diagnostic avec un endoscope. Les malacies, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est mou, et chaque malacie peut être associée à d'autres maladies. Donc une laryngomalacie peut être associée à une trachéomalacie ou autre. Des diastèmes, c'est une communication avec le système digestif. C'est souvent une fente, et on peut évaluer les fistules avec du bleu de méthylène, mais ça c'est un peu après ici en dessous. Donc, les laryngomalacies, c'est ce qu'on va retrouver le plus fréquemment comme malformation. C'est au niveau supraglottique qu'on a un problème, que c'est tout mou et que ça se collabe. Donc, c'est la cause la plus fréquente de stridor chez l'enfant. Et on va avoir une augmentation du travail respiratoire, donc ça veut dire des tirages avec les signes qui correspondent à ce tirage, et une résolution par contre qui sera spontanée en quelques mois. Si c'est sévère, par contre, on peut administrer de l'oxygène et on peut ventiler le patient et éventuellement aller jusqu'à la chirurgie, mais c'est rare que ça aille jusque-là. Ça peut aussi être associé au reflux gastro-œsophagien. Maintenant, la trachéomalacie, elle est rarement primaire. Et elle peut être souvent associée à une atrésie de l'œsophage ou à la trisomie 21. Et quand elle est secondaire, donc c'est le plus fréquent, elle peut être liée à des compressions soit extrinsèques, soit intrinsèques. Extrinsèque, c'est par exemple un double arc aortique. Et quand c'est intrinsèque, ça peut être par exemple quand le patient a eu un tube endotrachéal de manière prolongée. Ça peut créer des lésions de compression intrinsèque. Au niveau des complications maintenant, donc on peut avoir le patient qui se met en détresse respiratoire et c'est là où ça peut être pire que bien si on met des bêta-2 mimétiques. Parce que comme c'est déjà tout mou, on va relâcher les muscles lisses, alors ce sera encore pire. On peut avoir une toux chronique, un spasme du sanglot ou des infections récidivantes. Donc comme je disais, le diagnostic il se fera surtout avec l'endoscopie. On peut faire une spirométrie, c'est à partir de l'âge de 5 ans, je crois qu'on peut commencer à faire des spirométries. Et si on en fait une, on verra un peu ces schémas-là. Donc ici, le premier, c'est pour la trachéomalacie. Ici, c'est une sténose trachéale, donc ça passe aussi mal à l'inspiration qu'à l'expiration. Et ici, c'est la laryngomalacie. Donc là, c'est plus la courbe du dessous, je sais plus si c'est l'inspiration, l'expiration qui bug. Je crois que c'est l'expiration. Bref. Et ici, c'est une courbe normale, la dernière. Comme on est au niveau de la trachée, on est entre des problèmes au niveau des voies respiratoires supérieures et inférieures, donc on aura un stridor associé à des sifflements, puisque stridor c'est plus quand c'est haut et sifflement quand c'est bas. Et alors la prise en charge, elle va dépendre un peu de l'état du patient. Si c'est sévère et que c'est lié à un double arc aortique, on peut faire une chirurgie d'aorthopexie. On ne va pas mettre de stent là-bas. Mais par contre, dans le reste des cas de figure, on va proposer de la kiné, une antibioprophylaxie éventuellement, puisqu'ils sont sujets aux infections récidivantes. Et on peut faire une thérapie par pression positive. Et on ne va pas mettre des IPP directement. On va voir déjà si c'est associé à un RGO et s'il y a besoin d'en mettre ou pas. Pour ce qui est des inhalations chroniques, elles peuvent se manifester par des toux chroniques, du coup des infections fréquentes, des retards de croissance, des bronchectasies et peut-être des diastèmes laryngés. Donc ça peut être la cause. Et comme je disais, les fistules trachéo-œsophagiennes digestives, du coup, on peut les déceler avec du bleu de méthylène et regarder à l'endoscopie est-ce qu'il y a du bleu qui est passé dans la trachée. Et ça peut être associé souvent à des syndromes. Pour la partie pneumo classique, je vais passer. Ensuite, pour ce qui est de l'asthme, donc déjà de remettre un peu les bases avec le premier schéma, je trouvais ça intéressant. Qu'en fait, on part de prédispositions génétiques et ça va être des pathologies chroniques qui vont rentrer en jeu et qui vont se mélanger avec ces prédispositions génétiques ou avec une infection virale, avec une atopie, avec de la pollution et plein d'autres choses. Ça va engendrer une inflammation chronique
une hyperréactivité bronchique et un remodelage bronchique. Cette inflammation chronique, elle se manifeste par une bronchoconstriction, un œdème et une hypersécrétion. Maintenant, on revient au remodelage bronchique. En fait, lui, il va être responsable à long terme d'un syndrome obstructif irréversible. Mais dans un premier temps, ce sera un syndrome obstructif réversible qui le sera spontanément ou alors à l'aide d'un traitement. Et on va avoir des symptômes variables dont l'acronyme c'est DTES, donc c'est en mode déteste parce que j'aime pas ça, c'est pas agréable donc je déteste. Et le D donc c'est pour douleur thoracique, le T pour toux, le E pour essoufflement et le S pour sifflement. Maintenant, donc, ce qui est de la prise en charge, on va faire le diagnostic différentiel des toux sifflantes à la radio et on va faire des tests diagnostiques, comme je disais, à la spirométrie à plus ou moins 5 ans. À partir de plus ou moins 5 ans, donc à la spirométrie, on peut évaluer le VEMS et le début inspiratoire de pointe, mais la CRF aussi, par exemple, tout ça nous permettra de calculer, par exemple, l'indice de Stifno. Ensuite, on va faire le test de réversibilité avec des bronchodilatateurs et on va mesurer le NO exhalé. On va faire un bilan allergique aussi, surtout si le patient a plus de 3 ans ou alors si c'est évocateur et qu'il a moins de 3 ans. Et pour ce qui est du diagnostic, donc on va faire l'examen clinique qui sera en général normal hors des crises. On peut regarder s'il n'y a pas une rhinite allergique et donc si c'est associé à une atopie ou autre. Et quand c'est une exacerbation, c'est surtout comme les BPCO sur une infection que ça se fait. Le diagnostic, il se fait sur base de l'histoire clinique et l'association de plusieurs des tests, donc des 4 symptômes qu'on a évoqués juste avant. Et aussi l'histoire, donc qu'est-ce qui a déclenché ou qu'est-ce qui peut déclencher les symptômes, donc dans le cadre des infections virales, dans le cadre d'un effort, de rire, de pleurs, une allergie ou à la pollution et éventuellement la météo aussi. Donc les tests entre 5 et 16 ans, on va faire une spirométrie. Donc, comme je disais, on va regarder le VEMS, l'indice de Stifno. C'est assez évocateur s'il est en dessous de 80%. On peut faire un test de provocation bronchique aussi, ça c'est ce qu'on avait vu chez l'adulte. Et si les tests sont normaux, ça n'exclut pas un asthme. Même chose pour les tests de réversibilité. On va faire une spirométrie, mais après la prise de SABA, donc des bronchodilatateurs, enfin des bêta-2 agonistes avec des durées d'action courtes. Et même chose, on n'exclut pas si le test est négatif, mais par contre il est positif si on a une augmentation du VEMS de plus de 12% ou de 200 ml. Et enfin pour le NO exhalé, le test est positif si le FINO est supérieur à 25 parts per billion, donc ppb. Et même chose, il n'est toujours pas exclu si le test est négatif. Donc c'est vraiment une association clinique, historique, dans le sens de l'histoire clinique de la maladie, et des tests qui fait le diagnostic de l'asthme. Et si le patient a moins de 5 ans ou à 5 ans et qu'on ne peut pas lui faire des tests de spirométrie, on va essayer à l'anamnèse d'évoquer des épisodes de wheezing, demander aux parents s'ils ont entendu leur enfant siffler. On peut leur demander pour les prochaines fois de prendre une vidéo quand c'est le cas, s'il y a des toux récurrentes, si c'est viro-induit ou s'il y a des antécédents personnels ou familiaux. Et si le patient répond au traitement, c'est aussi assez évocateur. Le diagnostic ici se fait sur 3 critères. Les 3 critères, donc s'il y a 2 épisodes de sifflement avec wheezing documentés pour au moins un des 2 épisodes, ou un épisode de sifflement avec wheezing documenté, et si on a des symptômes évocateurs intercritiques, donc toujours plus ou moins les DTES, si on n'associe pas d'autres étiologies respiratoires au problème, et si on a une diminution des symptômes suite à l'administration de traitements anti-asthmatiques. Pour les fameux red flags, donc c'en est un parmi tant d'autres, si on a un intervalle libre, si on n'a pas d'intervalle libre, si le patient est tout le temps en crise, entre guillemets, c'est pas bon signe. C'est peut-être qu'il y a autre chose. Si c'est très précoce, si c'est brutal, c'est évocateur d'un corps étranger éventuellement. Et si c'est localisé à l'auscultation, c'est pas très cohérent avec de l'asthme. Et si on a un décrochage de la vitesse de croissance également, de la courbe de croissance.
Le traitement maintenant. Donc pour ce qui est de l'inflammation chronique, on va donner des corticoïdes et éventuellement des antileucotriènes, mais pas vraiment, pas du tout, même en première intention. Pour l'hyperréactivité bronchique, ici on va donner les LABA, qui sont toujours associés à des corticoïdes si c'est un enfant. On peut aussi donner des SABA, mais ça sera plus le traitement de crise. Et il y a d'autres traitements qui existent, comme des traitements antihistaminiques ou des traitements biologiques si on est face à des asthmes sévères. Le traitement de base qu'il faut retenir absolument, c'est les corticoïdes. On va commencer petit à petit, donc on va mettre une dose minimale en premier, et ça va mettre 4 à 6 semaines avant que les premiers effets, les effets maximum apparaissent. Il y a des effets secondaires, donc une candidose buccale, donc il faut recommander de régulièrement se nettoyer la bouche, et ça peut aussi engendrer une diminution de la vitesse de croissance. Ensuite, pour agir sur la partie, donc les surlignages, bon là je surligne tout en violet, mais ICS, donc les corticoïdes et les antileucotriènes sont en rouge parce que les médicaments et les puffs sont en rouge. Les LABA associés aux corticoïdes sont en rouge également, et SABA sont plutôt bleus. Donc le montelukast, on ne va pas trop l'utiliser dans ce contexte parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Et ensuite, en fonction du patient, en fonction du stade de sévérité, on peut y associer des LABA, exemple forméterol, donc qu'on va retrouver en association avec le SABA dans le Symbicort. Et donc du coup, ça peut être un traitement de crise et de fond. Donc on verra dans les patients qui ont plus de 12 ans, c'est ce qu'on recommande. Et ensuite, les SABA, donc c'est éventuellement du salbutamol ou des anticholinergiques. C'est du salbutamol, pardon, le Ventolin. Et on peut aussi donner des anticholinergiques si le patient a une crise sévère. Donc, quand on est face à un patient qui a moins de 6 ans, le premier step, c'est de lui donner des corticoïdes parce que c'est le traitement de fond, mais à faible dose. S'il empire, en gros, on va donner des doses doublées, mais on va rester principalement sur les corticoïdes et du Ventolin aussi nécessaire en traitement de crise. Les patients qui ont entre 6 et 11 ans, ça va être la même chose. Donc, en gros, ce que j'ai retenu, c'est très approximatif, mais j'essaierai de m'en sortir comme ça à la QO. C'est que premier stade, dose minimale, ensuite, tu augmentes un peu la dose. Et puis, troisième stade, tu vas mettre le LABA en association avec le corticoïde. Et quatrième stade, c'est plus ou moins la même chose, mais pareil, tu peux modifier les doses. Et la même chose que les patients qui ont moins de 6 ans, c'est le Ventolin, SABA en traitement si nécessaire en cas de crise. Et ce que je disais pour les patients qui ont plus de 12 ans, du coup, c'est le Symbicort en traitement de fond et traitement de crise, peu importe le stade de ce que j'ai compris. Donc, pour rappel, c'est une association LABA-SABA de forméterol pour le Symbicort. Donc ça, c'est les principes de prise en charge. Donc on essaye d'évaluer, on confirme d'abord le diagnostic, on évalue les facteurs de risque modifiables, les comorbidités et la compliance du patient, puis ensuite on ajuste le traitement et en fonction des facteurs de risque, et on fait un suivi où on va revoir en fonction des symptômes, des effets secondaires, des exacerbations, le traitement, s'il est adapté ou pas. Donc voilà. Si on va évaluer du coup le contrôle, si c'est pas contrôlé, on va augmenter la dose. Et après, voilà, il peut y avoir des symptômes variables associés. Le traitement de fond, il doit être pris en continu. Et puis, on voit aussi avec le patient dans les exacerbations ce qu'il faut faire. En cas de crise, donc les facteurs de risque pour faire une crise d'asthme, c'est chez les patients qui ont moins de 4 ans, si on est dans le déni, donc on n'a pas notre diagnostic d'asthmatique, si on a des troubles psychosociaux, des antécédents d'exacerbation, là j'arrive pas à me relire, si on est sous traitement, peut-être, ou si on prend trop de SABA, Ventolin. Donc, si on a un silence auscultatoire, aussi, c'est un signe de gravité. Et ensuite, on a les signes qu'on avait vus en urgence, FTVO. Et on peut du coup, en cas de crise, donc FTVO plus fréquence cardiaque et conscience, donner un corticoïde en IV
donner toujours, et ça c'est toujours le cas, un SABA inhalé et oxygéner aussi le patient si nécessaire. Tout ça, c'est éventuellement euh, s'il y a un patient qui est en crise grave et que le SABA n'a pas assez d'effet et qui continue à se dégrader. Les traitements d'inhalation, maintenant, elle a un peu insisté dessus, sur leurs différences respectives et leurs avantages et inconvénients. Donc l'inhalateur de poudre sèche, comme le Symbicort par exemple chez l'adulte, où c'est le tube blanc avec le truc rouge en dessous qu'on tourne et qu'on aspire, ça va être utilisable entre guillemets qu'à partir de 6-7 ans parce que ça demande un peu de dextérité et il faut aussi s'assurer de la compliance du patient où au début, que ce soit pour ça ou l'aérosol doseur, pressurisé ou autodéclenché, on va au début accompagner le patient pour voir s'il le fait bien, parce que c'est la base du traitement. S'il ne le prend pas bien, ça démarre déjà mal. Et on va comparer maintenant la différence entre les nébulisateurs, les aérosols avec une chambre d'inhalation par exemple, et la poudre sèche. Donc le code couleur, il est repris là. Donc l'apprentissage, il n'y en a pas besoin pour le nébulisateur vu qu'on se laisse faire. Et c'est pour ça qu'on donne souvent ça pour les bébés. Par contre, ça en demande un certain pour l'aérosol et la poudre sèche. Le temps d'administration, il est plus élevé pour le nébulisateur que les deux autres. Le compteur au dos, il est présent que pour les poudres sèches, donc se rendre compte au niveau du traitement, ça c'est plus du confort, mais comme elle a dit que c'était tuyau, voilà, j'essaie de retenir. Pour ce qui est de l'encombrement, donc c'est assez encombrant un nébuliseur, moyennement pour l'aérosol et pas trop pour la poudre sèche, même pas du tout. C'est plus écolo la poudre sèche. Et pendant la période de dyspnée, c'est plus facile d'avoir un nébuliseur que de prendre un aérosol ou une poudre sèche qu'on peut facilement comprendre. Donc voilà, après cette définition atopie et tout ça. Pour ce qui est des infections, maintenant, je déborde des temps, mais bref, je vais continuer et puis après on verra ce qu'on fait. Pour la rhinopharyngite, donc c'est principalement viral comme la laryngite. Donc c'est plus entre 6 mois et 4 ans pour la rhinopharyngite, parce qu'avant on a la protection avec les anticorps de la mère, et le traitement il sera surtout symptomatique avec des antidouleurs, des antipyrétiques, et on va laver le nez régulièrement. Il faut faire attention si le patient a plus de 10 ans, parce qu'il peut être sujet aux surinfections bactériennes. La laryngite, donc, comme je disais, elle est virale. Elle démarre souvent avec une rhinopharyngite et on a une obstruction progressive des voies respiratoires supérieures qui vont donner un stridor. Il faut toujours faire le diagnostic différentiel avec le corps étranger. On peut avoir une inflammation des cordes vocales qui va donner une toux et une voix rauque. Et on va avoir un traitement pareil symptomatique, mais on peut y associer des corticoïdes et de l'adrénaline si nécessaire. Donc ça veut dire si c'est vraiment grave et important. Si par exemple il a un œdème au niveau de l'épiglotte, ben là forcément on mettra de l'adré. Pour ce qui est des pneumonies maintenant, donc elles sont plus fréquemment virales avec le RSV par exemple quand on est bébé, plus on avance en âge et plus ce sera bactérien avec le streptocoque. Donc, et après, bactériens ou atypiques, et d'autant plus si on est au-dessus de l'âge de 5 ans. Le diagnostic clinique, on a une température équivalent de 38,5, une tachypnée, donc ça c'est une valeur prédictive négative importante, donc ça veut dire que si on n'en a pas, c'est peu évocateur d'une pneumonie. Donc la tachypnée est brutale et on a aussi un tirage et un grunting chez le patient, mais on a aussi de la douleur abdominale et des vomissements qui peuvent être associés. On fait une radio uniquement si c'est sévère et on hospitalise le patient s'il y a des complications éventuelles. Donc la prise en charge, elle se fait en ambulatoire si c'est bactérien et que le patient a moins de 3 ans, donc avec de l'amoxicilline. S'il a plus de 3 ans, ça va dépendre de l'orientation clinique, mais du coup on va plutôt mettre amoxicilline et macrolide pour couvrir un peu tout. Macrolide pour les germes atypiques. Donc les complications qu'on évoquait, c'est l'empyème par exemple, qui peut être traité avec un drainage et une antibiothérapie. On peut avoir une pneumonie nécrosante, donc là on va faire un scan pour voir si c'est le cas, et puis un abcès rempli de staphylocoque doré, et on le verra avec un niveau à la radio.
Les bronchiolites et la coqueluche, je vais quand même le faire parce qu'il me semble que c'est important, mais les bronchiolites, elles sont plus fréquentes entre 0 et 2 ans en période saisonnière, donc hivernale, et c'est plus souvent le RSV qui est responsable. On a une obstruction qui est endoluminale et murale parce que la paroi elle est inflammée, donc elle s'épaissit. On a aussi le mucus qui est produit en excès, donc c'est aussi une obstruction endoluminale. On peut avoir des sibilances qui sont associées à de la dyspnée, de la toux et de la tachypnée. Donc c'est un diagnostic qui se fait cliniquement. Et l'évolution est assez variable. Il faut faire attention si on a une évolution en V, c'est-à-dire que ça va mieux puis ça revient, si on a des signes de gravité. Et comme d'habitude, il faut faire le diagnostic différentiel. Les signes de gravité, c'est si on a un terrain, par exemple une pathologie respiratoire connue ou une malformation, si le patient a moins de 6 semaines, s'il est prématuré ou s'il y a des comorbidités connues. La tolérance à la détresse respiratoire, donc il ne tolère plus cette détresse-là s'il a des difficultés respiratoires ou alimentaires, et donc il sera plus sujet à la déshydratation, la perte de poids, la désaturation et l'altération de l'état général. On le traite avec de l'oxygène, on l'hydrate à fond, et on ne fait pas de kiné, et le lavage est discuté. Les complications de la bronchiolite, c'est de faire des apnées, vu qu'on est obstrué de partout, des surinfections bactériennes, un pneumothorax et des otites. La coqueluche, maintenant, donc c'est Bordetella qui est responsable, un gram négatif, qui va produire des toxines et des adhésines. Et c'est vraiment contagieux plus par gouttelette. Il y a un vaccin qui immunise plus ou moins 10 ans. Et c'est nécessaire de faire le vaccin en cocon, donc avec tout l'entourage du patient, si on a un contact avec le bébé. Pour ce qui est des symptômes, donc on a plus ou moins de la température, c'est une évolution lente avec une toux pendant longtemps et surtout en forme de quinte, puisque coqueluche, le cri du coq, donc les quintes de toux, et plus la nuit. Les complications respiratoires, c'est des apnées, une pneumonie. Et on peut avoir des complications mécaniques avec des fractures de côte et un pneumothorax, neurologiques avec des convulsions. Et on peut aussi avoir une coqueluche maligne si, si le patient a moins de 3 mois. Donc on peut prendre en charge l'entourage s'il y a des toux pendant longtemps. Et on peut faire une PCR des expectos et traiter par macrolide et prophylaxie l'entourage qui aurait des symptômes ou qui aurait eu un contact rapproché. Donc voilà, là je vais faire que les trucs que j'ai mis en rouge qui sont un peu plus tuyaux. Donc déficit de clairance, on a des facteurs favorisants qui sont les irritants en post-infectieux. Donc après une infection virale par exemple, on aura une clairance pulmonaire qui sera moins efficace. Si on a une immunité qui est faible, un déficit congénital en clairance, si on a une maladie, une cœlopathie par exemple, si on a des pathologies des voies respiratoires, une inhalation chronique. Donc les pathologies, éventuellement asthme BPCO, mais chez les enfants, c'est moins rencontré la BPCO. Pour les bronchectasies, je vais faire vite fait. On a une cause qui est majoritairement non identifiée, mais après, c'est les infections qui viennent, puis l'immunodéficience, les corps étrangers et les dyskinésies ciliaires. La présentation se fait sous forme de toux chronique et productive et peut être aussi se manifester avec des exacerbations de l'état du patient, des ronchis, des dyspnées et tout un tas d'autres choses. Ça peut être réversible chez les enfants si c'est pris à temps et donc si c'est pris en charge avec du traitement kiné, de drainage, de l'activité physique et du sport type trampoline. On va faire un suivi avec des EFR aussi et un suivi des expectos avec des bactériaux. On va éventuellement donner des antibiotiques et on évite le tabac, plutôt passif s'il est jeune ou actif si c'est un ado ou même un jeune ado. Donc, une exacerbation de bronchectasie, c'est une majoration des symptômes respiratoires pendant plus de 3 jours. On va donner minimum 2 semaines d'augmentin et puis on va adapter en fonction de l'antibiogramme. S'il y a des récidives, on donnera par contre de l'azithromycine pendant 6 mois parce que c'est vraiment une atteinte importante. Les bronchectasies, on ne déconne pas avec ça. Donc on traite fort et on essaye que ça ne revienne pas. Comme je disais, c'est réversible chez l'enfant. Donc on va maximiser le traitement pour essayer que ça revienne à la normale. La partie cardio maintenant.
Donc là, je vais surtout parler, je pense, des cardiopathies. Ouais, il n'y a pas trop d'autres trucs en rouge, mais des cardiopathies congénitales qui ont des gravités et des évolutions variables, qui peuvent faire partie d'un syndrome. Et donc, les red flags, c'est si le patient présente une cyanose, un souffle, une tachycardie, une tachypnée, les extrémités froides et une difficulté à boire. Donc, c'est un peu les mêmes trucs que la déshydratation, en fait. Les classifications des cardiopathies congénitales, elles se font en génétique, en embryologique, anatomique ou physiologique. Alors, il y a des cardiopathies qui sont responsables d'insuffisance cardiaque, et donc ça va être une obstruction au niveau du cœur gauche, et le patient sera couleur rosée, et ça peut aussi être lié à une cardiopathie avec un shunt gauche-droite, puisque c'est le sang oxygéné qui vient dans le désoxygéné, donc il n'y aura pas de cyanose, et le patient restera rose. Par contre, il y a des cardiopathies qui sont responsables de cyanose, et donc là, le patient sera bleu, et ça, c'est des pathologies qui sont liées soit à un shunt droite-gauche, donc là, pas d'oxygène dans l'oxygène, ça fait de la cyanose, soit un shunt avec une perfusion pulmonaire, un shunt droite-gauche avec une perfusion pulmonaire normale ou augmentée. Et donc là, on va avoir les pathologies qui correspondent à ce que je viens de dire. Donc, une pathologie qui est responsable d'une insuffisance cardiaque et liée à une obstruction du cœur gauche, c'est par exemple la coarctation de l'aorte. Si, par contre, le canal artériel est perméable, on aura peu de symptômes cliniques. Si vraiment le rétrécissement de l'aorte est un peu extrême, ça va être congestif, et on aura des symptômes tachypnée, tachycardie, une alimentation qui sera difficile et qui va diminuer. On ne palpera pas les poufs fémoraux et on aura des souffles systoliques. Maintenant, la pathologie qui cause une insuffisance cardiaque et qui a un shunt gauche-droite, c'est la communication interventriculaire qui peut être périmembraneuse ou musculaire. Si c'est le cas, elle est plus grave quand elle est musculaire. On va l'observer quand il y aura une diminution des résistances des vaisseaux pulmonaires. Donc, ce sera manifesté par des signes respiratoires, parce que souvent, les cardiopathies congénitales, il n'y a pas beaucoup de symptômes en intra-utérin, puisque la circulation n'est pas du tout la même. Mais quand on est, les résistances vasculaires pulmonaires sont assez élevées, et puis ensuite, elles vont diminuer relativement rapidement. On peut aussi avoir un canal artériel persistant qui va donner une insuffisance cardiaque. Et s'il est vraiment d'un diamètre important, ce canal artériel, alors il va causer l'insuffisance cardiaque et on va palper des pouls bondissants au niveau de la périphérie. En temps normal, le canal artériel se ferme au contact de l'oxygène. Et donc c'est là qu'il y a un bug, autant pour la coarctation de l'aorte que pour le canal artériel persistant. Maintenant, la tétralogie de Fallot, c'est la cardiopathie cyanogène la plus fréquente, et elle est souvent associée à un syndrome, que ce soit la trisomie 21 ou le syndrome d'alcoolisme fœtal, par exemple. On a cliniquement, anatomiquement, associé une sténose de l'infundibulum, une sténose de la valve pulmonaire et une communication interventriculaire qui se fait par un mauvais alignement des bourgeons, je pense. Les symptômes, ça va être une cyanose croissante, du coup, des malaises anoxiques et un souffle d'éjection pulmonaire. À la radio, on aura un cœur en sabot. Et pour la dernière cardiopathie qui associe un shunt droite-gauche et une perfusion pulmonaire normale ou augmentée, c'est la transposition des gros vaisseaux. Et donc, on va avoir une cyanose quand le shunt va diminuer, donc quand l'enfant naît, je crois. Donc voilà, j'ai passé un peu rapidement sur toute la partie, mais parce que ça fait déjà 1 heure que je parle, mine de rien. Et donc là, je vais essayer, ou sinon, je reprends les diapos, non. Il y a le podcast, je vous conseille de refaire le podcast de son dernier cours résumé. Je l'ai fait aujourd'hui, ça dure 1h17 en x2, ça a fait gagner du temps. Et elle insiste vraiment sur tout, et à mon avis, la QO, elle est dans le podcast parce qu'elle balaye quand même pas mal de choses, et elle insiste quand même pas mal sur certains trucs. Bref,
On a parlé des Mickey, dont les symptômes sont abdominaux, mais chez l'enfant, les symptômes principaux que je vous disais chez l'enfant, c'est quoi la différence avec l'adulte? C'est qu'ici, c'est plus souvent les adolescents d'ailleurs, les Mickey, mais c'est un retard staturo-pondéral et un retard de développement pubertaire également. On a aussi des symptômes visuels et articulaires associés à cette maladie. Comme on a vu en gastro, il faut faire la différence entre le RCUH et la maladie de Crohn. Donc, entre le fait que, par exemple, la maladie de Crohn, ça peut être des lésions qui vont de la bouche à l'anus, qui sont transmurales et qui sont segmentées. Et le traitement, même chose qui est différent chez les jeunes, c'est qu'on va avoir un traitement par voie entérale avec du Modulène. Et comment dire, ça c'est le traitement de première ligne, le traitement numéro 1. Et ensuite, on peut éventuellement donner des corticoïdes, dont la dose maximale recommandée, c'est 0,25 mg par kilo par jour. Les AINS, on s'en sert pas trop, normalement. On peut éventuellement avoir l'immunothérapie, de la biothérapie et la chirurgie, mais vraiment, le traitement de base à retenir, c'est le Modulène, la thérapie entérale, alimentaire entérale. Ensuite, on a vu les diarrhées, on peut faire l'algorithme vite fait. Si la croissance est normale et qu'on a des diarrhées, il y a des causes organiques ou fonctionnelles. Les causes organiques, c'est des diarrhées motrices, une insuffisance pancréatique, une intolérance au lactose. Et donc, l'intolérance au lactose, c'est un déficit congénital en disaccharidase. Et donc, on va traiter avec des hydrolysats. Et comme pour la maladie cœliaque, bref. Et ça peut aussi être fonctionnel, et alors là, c'est plutôt des colites. Si maintenant la croissance est anormale, on va à la bio pouvoir déterminer si c'est plutôt une malabsorption, une maldigestion ou une diarrhée sécrétoire. Donc une malabsorption, c'est plutôt une maladie cœliaque ou une allergie aux protéines de lait de vache. Pour faire le diagnostic de cette dernière, on va faire un test d'éviction-réintroduction. Donc, si les symptômes s'améliorent quand on retire les produits laitiers et qu'ils reviennent quand on remet les produits laitiers, c'est quand même assez évocateur. Et le traitement, comme je disais, c'est un hydrolysat de caséine et on évite tous les produits laitiers. On dit aussi à la mère de ne pas en prendre parce que si on allait et que la mère prend la blinde de produits laitiers, qu'elle se tartine de fromage, il peut y avoir une réaction chez l'enfant. Maintenant, la maldigestion, donc c'est principalement la mucoviscidose. Et pour les diarrhées sécrétoires, on a des diarrhées sécrétoires lésionnelles comme la maladie de Crohn, ou alors des colites ischémiques. Et non lésionnelles, c'est les colites microscopiques. Donc voilà. Ouais, ça c'était un truc, mais c'est dans son podcast de révision. C'est qu'en gros, si on a une invagination iléocécale qui est plus tardive, ça peut être lié à un lymphome de Burkitt et que l'hélicobactère pylori peut donner éventuellement un PTI. Pour parler de l'anémie, je vais faire l'algo principal qui a l'air tout petit mais qui est assez compliqué parce que j'ai mélangé les deux. Enfin, j'ai cumulé les deux, je ne les ai pas mélangés. Donc, pour l'anémie, il faut savoir qu'il y a des valeurs différentes en fonction de l'âge. Il y avait une des questions QCM que j'ai vu passer où c'est une valeur de 12 grammes d'hémoglobine est pathologique à 6 mois, est pathologique à 2 ans, est pathologique à 12 ans. Et il y a des réponses vraies et des réponses fausses. Au nouveau-né, par exemple, c'est une anémie déjà assez sévère, en dessous de 13,5. Donc maintenant, si on a une anémie microcytaire, il faut qu'on dose la ferritine et la CRP. Si les deux sont normales, c'est plutôt une thalassémie. Si les deux sont abaissées, c'est plutôt une carence martiale. Et si les deux sont augmentées, c'est plutôt une anémie inflammatoire. On peut aussi doser la transférine et tout ça pour mieux dissocier, mais globalement, c'est ça. Si ensuite on a une anémie normo-macrocytaire, on va doser les réticulocytes pour savoir si c'est une anémie arégénérative ou régénérative. Pour les anémies arégénératives, donc avec un taux de réticulocytes bas, en dessous de 120 000, je crois, et qu'il y a d'autres lignes qui sont atteintes. Ça peut être une myélodysplasie, une leucémie ou une aplasie médulaire virale. Ça peut être lié à des toxiques ou à un manque de vitamine B12.
Et si on a une anémie macro ou normocytaire avec des réticulocytes qui sont abaissés et qu'il n'y a que les globules rouges qui sont atteintes, alors c'est peut-être une infection au parvovirus. Je sais qu'il y a plein d'autres exemples et tout, je sais que j'ai pas tout sur mon schéma, mais si j'arrive à retenir ça, je serais déjà content. Ensuite, donc, si on a plus de 120 réticulocytes, donc une réticulocytose, si on n'a pas d'anémie hémolytique, c'est lié sûrement à une hémorragie récente, mais si on en a une, donc anémie hémolytique régénérative, mais ça c'est normalement c'est associé, donc ça veut dire réticulocytose, donc réticulocyte élevé, une bilirubine élevée, des LDH élevés, une aptoglobine abaissée, et cliniquement on peut avoir un ictère. Dans ces anémies normaux ou macrocytaires avec une réticulocytose donc hémolytique et régénérative, ça peut être des anémies acquises ou constitutionnelles. Là, ça va être les tests qui vont dissocier et qui vont nous donner nos diagnostics finaux. C'est le test de Coombs direct. Donc, s'il est positif, ça plaide pour une anémie auto-immunitaire. Si on voit des schizocytophrotties, ça plaide plutôt pour un SHU qui est égal à une microangiopathie thrombotique. Enfin, ça rentre dans ce groupe-là de maladies. Si c'est constitutionnel, c'est plutôt une hémoglobinopathie. Donc, on va faire une électrophorèse de l'hémoglobine et on peut déterminer si c'est plutôt une thalassémie ou une drépanocytose. Et ensuite, on peut faire un test d'EMA et un frottis et ça nous permettra de déterminer si on est en face d'un favisme ou pas. Donc voilà, un truc important qu'elle n'a pas repris d'ailleurs, je viens d'y penser dans son truc, mais elle avait bien insisté en cours sur la maladie de Still. Donc c'est une forme d'arthrite juvénile systémique. On a de la température pendant plus de 5 jours. Ça fait penser un peu à Kawasaki, mais là c'est plus de 15 jours, pardon, et Kawasaki c'est plus de 5 jours. Je fais un bref mot sur Kawasaki, mais en gros c'est une vascularite des gros vaisseaux. On peut avoir des atteintes cutanées, on peut avoir des adénopathies, des atteintes conjonctivales, mais aussi, surtout, et le plus grave, des atteintes coronaires de type anévrismale ou sténosante. Et le traitement, c'est les fameux IVIG, comme disait le docteur Maquet, mais c'est des immunoglobulines en intraveineux et on a un syndrome inflammatoire labio vu que c'est une vascularite. Revenons-en à la maladie de Still, donc comme je disais, une forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique. Donc on a une température pendant plus de 15 jours et on a une arthrite pendant plus de 6 semaines et dans les 6 mois peut apparaître un rash saumoné, une hépatomégalie, une cérosite et c'est une maladie qui est du coup auto-inflammatoire. On peut aussi avoir comme complication un retard de croissance, des uvéites, une micro-rétrognathie et une arthrose précoce. Le traitement de base en premier pour la maladie de Still, ça va être, et celui qui est la seule indication, c'est des INS type ibuprofène ou naproxène. Donc s'il n'y en a qu'un à retenir, c'est ceux-là, parce que les autres ne sont pas encore démontrés et ou remboursés. Mais les autres, c'est le méthotrexate et les infiltrations, les anti-TNF et les biothérapies. Donc voilà, en gros... Donc même chose, moi ce que j'essaye de retenir, c'est la prise en charge. On essaye d'éliminer les infections en 1. Si elle fait un cas clinique, comme ça, ça structure notre réponse. Avec la sérologie, donc on fait une sérologie à Borrelia, mycoplasme, EBV et parvovirus pour éliminer les arthrites réactionnelles. Ensuite, en 2, on élimine les cancers, donc leucémie aiguë, métastase et ostéosarcome. Pour ça, on va faire une image et une biologie, une imagerie et une biologie. Si c'est au niveau de la hanche, l'arthrite, ça peut être un rhume de hanche, entre guillemets. C'est une synovite aiguë transitoire suite à une infection des voies respiratoires supérieures, par exemple. Le truc, je ne comprends pas pourquoi elle nous fait apprendre ça par cœur, mais bref, l'immunodéficience primaire avec son diapo en anglais. Alors, j'ai remarqué, je crois, qu'il y a un diapo différent entre ce qu'elle a mis dans le truc révision et ce qu'il y avait dans son diapo. Je suis allé sur le site et en fait, il y a un peu les deux trucs. Donc, si vous voyez que c'est différent, par exemple, il y en a un où c'est 2 otites par an et un autre où c'est 4. Bref, j'imagine que si on met l'un ou l'autre par cœur, elle mettra tous les points quand même. Donc, celui que j'ai retenu, l'acronyme, c'est en gros 4-4-2.
il n'y a plus de piles, et un M genre merde, il n'y a plus de piles. Dans le sens où 4, donc c'est les 4 otites par an. S'il y a 4 otites ou plus par an, c'est un peu évocateur d'une immunodéficience. Et 4-2, c'est qu'il y a 4 2 dans le moyen mnémotechnique. Donc le premier, c'est au moins 2 sinusites non allergiques par an. Ensuite, au moins 2 mois d'antibiotiques qui ont un effet pas ouf en plus. Ensuite, au moins 2 pneumonies par an. Donc là, on est à 3. Et le dernier, il est là. C'est au moins 2 infections profondes par an. J'ai oublié de mettre, mais dont une septicémie, plutôt une bactériémie. Et ensuite, le pas, donc la croix, c'est quand on n'arrive pas à avoir une croissance staturo-pondérale normale, donc soit staturale, soit pondérale. Et ensuite, on arrive au pile 3A. Donc, le premier A, c'est des abcès profonds cutanés au niveau des organes à plusieurs répétitions. Le deuxième, c'est qu'on a eu besoin d'antibiotiques, donc le A de antibiotiques en intraveineux pour se défaire d'une infection. Et le dernier, c'est les antécédents familiaux. Et le merde, c'est pour le muguet persistant ou une infection fongique cutanée. Et donc là, on a nos 10 signes d'une immunodéficience primaire, normalement. Donc voilà. Pour ce qui est des cancers, c'était méga intéressant, mais j'ai pas mis de truc en rouge et ça prendrait trop de temps de tout refaire. Mais en gros, le truc important que j'avais mis en rouge, c'était des douleurs osseuses pour les leucémies, auxquelles il faut faire attention. Les infections éruptives, pareil. Si, je vais quand même finir par ça, puisque c'est le dernier truc. Alors, donc les infections éruptives, il va falloir faire attention à plusieurs choses, à l'âge, au type d'éruption, aux signes généraux et aux signes associés, style adénopathie ou hépatosplénomégalie, et au contexte épidémiologique, mais aussi à la chronologie de la maladie et à la réapparition éventuelle. Tout ça pour essayer d'orienter notre diagnostic et notre prise en charge. Bref. Dans les infections éruptives, on a des infections bactériennes. Donc, comme je vous ai mis ici, c'est les macules et les papules qu'on va avoir sur ces deux lignes-là. Ça peut être par exemple une méningococcémie qui se manifeste par un purpura fulminant, comme on a eu. Ici, on aura une altération de l'état général. Et après avoir fait des hémocultures, on peut éventuellement on met de la ceftriaxone en IV. Mais quand je vois ça, je pense que c'est si possible parce que si on a un purpura fulminant, je crois qu'on met de l'antibio direct en IV si on est dans notre cabinet de médecine générale. Bref. La scarlatine ensuite, donc, qui est toujours des lésions maculopapuleuses, est responsable streptocoque A. Ça s'apparente un peu à un coup de soleil au niveau du visage, des plis ou du tronc. Et le traitement, c'est de la pénicilline en péros. L'impétigo, ensuite, c'est lié au staphylocoque doré et on voit ça plus ou moins comme des croûtes de miel. Maintenant, des atteintes virales qui donnent aussi des macules et des papules. On a la rougeole pour laquelle on a un vaccin. Et qui ont des progressions, donc ces macules et ces papules céphalocodales. On a aussi une altération de l'état général et ça évolue en général assez correctement en 10 jours. Ensuite, on a la rubéole qui est un peu la même présentation, mais cette fois-ci, on n'a pas d'altération de l'état général et on a également un vaccin. Puis la roséole. Ici, c'est souvent quand on a fait de la température pendant 1 ou 2 jours, 3 ou 5 jours après, on va présenter des symptômes, mais ça se résout de manière spontanée en général. Pour ce qui est du mégalérythème épidémique, donc c'est souvent en dentelle ou en paire de claques, et c'est le parvovirus B19 qui est responsable, mais on a un bon état général en général, c'est le cas de le dire. Et enfin, les lésions vésiculeuses, donc ici c'est principalement viral. Le syndrome pied-main-bouche, donc on a un bon état général et c'est des lésions avec des vésicules remplies de liquide citrin. Puis on a la varicelle qui est remplie de lésions photosensibles et d'âge et d'aspect différents dans une même zone. Ça c'est important, je me souviens que Fripia il l'avait
dit aussi, dans le sens où d'âge, ça veut dire qu'il y a des lésions récentes, des petits points rouges et des vieux trucs croûteux en même endroit. Et il faut faire attention aux surinfections bactériennes. Puis pour l'herpès, donc c'est comme on le sait déjà normalement des lésions en grappe et en cible. Et pour le BV, on aura des lésions hépatiques à la biologie, donc l'équivalent d'une hépatite biologique, quoi. Donc voilà, et pour les vaccins, je ne suis pas sûr qu'il faille retenir tout le schéma vaccinal. Moi, je m'étais juste noté les différents types de vaccins parce que pour la culture, c'est intéressant, je pense. Et après, le schéma de l'hexavalent, mais aussi il y a le RRO qui, si je ne m'abuse, est en une dose, je crois. Et le seul obligatoire qui est celui de la polio. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Juste vous montrer et après ce sera bon. Donc ce que j'avais retenu, si vous voulez pas trop perdre de temps sur le podcast de Dress, du professeur Dress, avec tout le respect. Ici, donc, elle avait insisté sur les bénéfices de l'allaitement, donc le niveau d'évidence fort, retenir quelques-uns ici, ainsi que l'évidence forte qui est démontrée à ce niveau-là. Et puis ensuite, les contre-indications. Donc, il y avait une question QCM, est-ce qu'une hépatite A, B ou C est une contre-indication? Il n'y en a aucune. Par contre, faire attention que dans les nouvelles recommandations, le HIV ne fait plus partie des contre-indications. Ça, c'est une nouveauté qu'il y a sur les anciens diapos, par exemple, ou sur les tuyaux et tout ça. Mais il n'y a plus le HIV là-dedans. Donc, faire attention s'il y a une question là-dessus. Faire la différence entre le RGO physiologique et pathologique, que chez le nourrisson, c'est pas très spécifique, donc il va plus pleurer, il aura une hyperextension de la tête, il sera plus irritable, et savoir quels sont les fameux red flags. Donc ça, c'est encore les red flags qu'on adore, ou il y en a que quelques-uns. Donc au niveau général, donc c'est une perte de poids, de la léthargie, de la fièvre, quelqu'un d'irritable, une dysurie. Au niveau neurologique, c'est plus une fontanelle bombante et des crises d'épilepsie, ou des macro, des microencéphalies. Et puis après, on a aussi des symptômes gastro-intestinaux. Et le traitement, ça c'est important aussi, je pense, dans la prise en charge, ça peut être typiquement un cas clinique sur un RGO, bref. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait et ce qu'on donne comme traitement. Et c'était ça la fameuse DIA, donc avec mon moyen mémotechnique bancal. Donc c'est Mofefic T3P3. Ça ne veut rien dire, mais il y a tellement de lettres que j'ai pas su mieux faire. Donc le M pour les muqueuses sèches, le O pour le oligoanurie. Une voyelle, c'était mieux à mettre dans mon moyen mémotechnique, mais c'est diorèse réduite sur la dia. Le P, ça peut être par exemple pour peau pâle ou marbrée. Le H pour hypotension. Le E, c'est pour les extrémités froides, en bas à droite. Hop, ici. Ensuite, le F. Bonne question. La fontanelle, pardon. Ici, dépression de la fontanelle. Le Y, c'est les yeux cernés et sans larmes. Le C, c'est pour la conscience altérée. Et le T3, donc il y a le temps de recoloration capillaire qui est augmenté, la tachypnée et la tachycardie. Et le P3, on a le pouls périphérique, le pli paresseux et la perte pondérale soudaine. Donc ça, c'est le truc sur lequel elle a insisté, qu'on oublie souvent ça, mais auquel il faut y penser. Là, il y a quelques explications plus précises. Là, c'était encore le truc que je disais, qu'est-ce qui est différent dans la maladie de Crohn, je crois, ici, entre l'adulte et l'ado. Ici, c'est le ralentissement staturopondéral et le ralentissement du développement pubertaire. Le fameux mot du laine, dont on a parlé, reparlé, et qu'il faudra connaître, je pense, certains détails, parce qu'il y a des chances qu'on en parle. Et après, quand je regarde, il y avait les diarrhées chroniques. J'avais fait un algorithme, mais visuellement, c'est bien de changer aussi. Et puis après, c'est les allergies aux protéines de lait de vache, les causes de sang dans les selles. Alors, il y a un gros débat, et je ne sais pas s'il y en a qui ont la réponse, mais pour ce qui est du mamelon qui saigne et qui donne du sang rouge vif dans les selles.
En fait, sur les dias, c'est mis que c'est du sang rouge vif. Et je crois qu'à la toute fin de son diapo en révision, elle a dit que c'était du sang digéré. Donc c'est écrit rouge vif sur les dias, mais digéré. Elle a dit que c'est digéré, ça paraît plus logique que ce soit digéré, mais bon. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont pris le temps de regarder sur internet. Bref, mais ça paraîtrait plus logique que ce soit du digéré. Et ensuite pour les matos, donc comme je disais, sur les différentes valeurs d'anémie. Donc là je passe, mais en gros c'est le gros. Je vous invite à refaire pour essayer de l'ancrer et vous préparer à le faire si jamais c'est demandé. Mais le gros algorithme de l'anémie, si vous le faites au brouillon, vous saurez trop bien après quelle va être votre démarche de prise en charge. Est-ce que vous allez regarder à la bio dans l'ordre et tout ça. Donc drépanocytose, les purpura. Ça, elle a insisté quand même fort sur le PTI. Donc savoir à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on fait. Pareil pour le purpura rhumatoïde. Elle l'a quand même évoqué pas mal. Ça, elle a fortement insisté là-dessus, alors que, enfin bref, les facteurs de pronostic défavorables d'une leucémie, donc au diagnostic et la réponse initiale. Donc ça, c'est du par cœur, donc voilà. Et après aussi, elle a fini par insister là-dessus, sur l'adénite, sur les adénopathies, leur origine infectieuse, inflammatoire, granulomateuse et néoplasie, et sur surtout les différents germes qui sont rencontrés, les plus fréquents dans les adénopathies. Donc voilà, et le dernier, la fameuse dia en anglais de l'enfer. Donc ici, par exemple, le premier c'est fort, mais je crois que j'ai vu c'est 4 otites, mais j'ai vu je pense que c'est sur son diapo de cours que c'était l'autre, mais les deux sont sur leur site, donc bizarre. Donc voilà, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin.